Les années 1760 marquent un tournant extrêmement important dans l'histoire du Québec. Il y a un changement d'allégeance. Les Canadiens passent d'une autorité française à une autorité anglaise. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a des changements qui vont arriver d'ordre politique, économique et social. Tous les historiens n'interprètent pas de la même façon les conséquences de la conquête. Il y a certes une opposition entre l'interprétation des historiens francophones et des historiens anglophones. Mais même chez les francophones, il y a aussi des divergences. La conquête, ni un commencement, ni un tournant décisif. Ceux qui n'ont pas renoncé aux légendes de leur enfance croient encore que la conquête fut un bienfait. Les 3 premières années qui suivent la conquête portent le nom de régime militaire. Comme on ne sait pas trop si le territoire va rester anglais ou va être rendu à la France, les envahisseurs ont ordre de ne pas se faire trop envahissants. Conciliant ou non, pour tous, c'est la loi martiale. Les nouveaux maîtres sont partout. Le texte de capitulation de 1760 accorde aux nouveaux sujets une certaine liberté de religion. Les membres du clergé vont demeurer ici, mais il y aura une restriction. Les jésuites, les sulpiciens et les récollets n'auront plus le droit de faire venir de nouvelles recrues de France. Le traité de Paris, qui cède définitivement la Nouvelle-France à l'Angleterre, est signé au mois de février 1763. Dans le texte du traité, les Canadiens et les Français ont 18 mois pour choisir s'ils demeurent ici ou s'ils retournent en France. Passé cette date, ils seront considérés comme sujets du roi d'Angleterre et les contacts avec la France seront interdits. Le traité fixe aussi les frontières de la nouvelle colonie. La France conserve les îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais elle n'aura pas le droit de les fortifier. Elle conserve aussi le droit de pêche sur les bancs de Terre-Neuve et aussi le droit de faire sécher ses poissons sur une certaine côte bien précise de l'île de Terre-Neuve. Le roi de France s'est endormi. Il se réveillera bientôt pour chasser les intrus qui saccagent les territoires de nos frères rouges. Nous ne recevons plus aucune provision. Les Anglais nous vendent leurs marchandises 2 fois plus cher et leur pacotille ne vaut rien. Frappons-les pendant qu'ils sont peu nombreux. Pontiac, de son vrai nom Obuondiag, celui qui peut arrêter l'ennemi. Et Pontiac, qui était probablement plus français que la plupart des Français de l'époque, ou des francophones d'ici, puisque eux se sont agrémentés facilement de la domination anglaise, alors que Pontiac s'était mis dans la tête, d'abord parce qu'il avait beaucoup de parents qui étaient mélangés, et il croyait que les Français étaient plus sympathiques que les Anglais, qu'il avait combattu toute sa vie. Il avait combattu les Anglais au lac George sous Montcalm, il avait combattu Braddock, ce qui est aujourd'hui aux États-Unis, au sud des Grands Lacs, mais c'est un homme qui croyait qu'il y avait une chose encore à faire et que les Français viendraient l'aider. Il a réussi à réunir à peu près, et on dit 20 nations, mais moi j'ai calculé 32 nations, pour essayer de bouter dehors les Anglais en attaquant presque simultanément tous les forts des Grands Lacs. Le premier poste dont les Outaouais veulent s'emparer, c'est celui de Détroit. Par une trahison, le commandant de la place apprend que Pontiac et ses hommes veulent entrer dans le fort sous prétexte d'une visite officielle avec des armes cachées sous leurs habits. Ils ne le feront pas, ils devront se contenter de massacrer l'équipage d'un bateau. Les autorités anglaises vont songer à utiliser une arme bactériologique. Au mois de juillet 1763, le général Amherst écrit au colonel Bouquet, qui est un Suisse mercenaire au service des Anglais. N'y aurait-il pas moyen de communiquer la petite vérole aux tribus indiennes mécontentes? Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour les anéantir. L'officier Bouquet lui répond: Je vais essayer de la répandre grâce à des couvertures que nous trouverons le moyen de leur faire parvenir. Un des premiers domaines où on verra les conséquences de la conquête, c'est celui de l'économie.
Déjà avec l'armée étaient arrivés ici des marchands, des vivandiers, des fournisseurs, et parmi eux, Aaron Hart, considéré comme le premier juif à s'établir sur le territoire québécois. Maître de poste des Trois-Rivières, il deviendra un influent propriétaire terrien. Il y aura aussi des marchands de la Nouvelle-Angleterre qui vont vouloir faire des affaires dans la colonie. L'historien Michel Brunet évalue qu'au cours de la première décennie qui suit la conquête, environ une centaine de marchands vont s'établir dans la vallée du Saint-Laurent. Pendant près d'un siècle, les relations directes, commerciales ou autres, entre la France et son ancienne colonie seront défendues. Une autre conséquence de la conquête, c'est l'impossibilité pour un Canadien catholique de devenir un employé du gouvernement. La raison? Le serment du test. Je déclare que je crois qu'il n'y a pas dans le sacrement de la Sainte Seine de notre Seigneur Jésus-Christ aucune transsubstantiation des éléments de pain et de vin, ni dans le moment de leur consécration, par quelque personne que ce soit. Il faudra attendre l'adoption de l'Acte de Québec en 1774 pour que disparaisse l'obligation de prêter un tel serment. On peut se demander comment, pendant ce temps, évoluent les 13 colonies. À ce moment-là, va naître, se développer l'idée de l'indépendance. Et pour tâcher de mater cette idée-là, l'Angleterre va adopter 5 lois qui sont des lois intolérables, entre autres la fermeture du port de Boston. Et la 5e de ces lois-là sera l'Acte de Québec. L'Acte de Québec, c'est une loi qui va donner à la colonie une nouvelle constitution. On l'appelle l'Acte de Québec tout simplement parce que depuis 1763, le territoire s'appelle The Province of Quebec. On va aussi changer l'orientation de la tolérance face à la religion catholique. On avait dit auparavant, en autant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne, or celles-ci ne permettent à peu près rien. Enfin, le retour officiel aux lois civiles françaises, lois familières et ancestrales, plaît beaucoup à la population canadienne.